Puis après ça, après la présentation, on pourra continuer à les discussions informelles et puis vous pourrez faire dédicacer, bien sûr, votre roman. Donc, merci beaucoup. Alors, merci Virginie. Merci beaucoup Virginie, qui permet à DEP de faire une entrée officielle au Québec. Merci à mon frère Pierre, merci à Claire d'avoir initié ce lancement et d'avoir permis le pont entre la liberté et DEP. Alors pour nous, gens du pays, entendre prononcer, ça ferait que je lis. Ça, je vais beaucoup faire, moi, l'erreur. Alors, entendre prononcer le nom Vietnam, c'est souvent la guerre qui remonte à la mémoire. Situé si loin sur la carte géographique, pour s'y référer d'ailleurs, il faut utiliser les outils Internet, ou bien consacrer 30 heures pour s'y rendre. Peu nombreux, encore ceux qui s'y aventurent, cette destination est encore et toujours classée parmi le tourisme d'aventure. Des histoires que ramènent ces itinéraires, on entretient un doute sur leur véracité, surtout que les qualificatifs qu'ils utilisent, décrivant cette réalité, se confrontent à des préjugés fort tenaces. DEP, c'est un roman de fiction qui a pour objet d'attaquer de front certains préjugés, lieux communs, idées reçues et idées préconçues. C'est aussi un regard sur ce Vietnam à la croisée des chemins entre modernité et tradition, mais toujours celui d'un jeune occidental, je disais que j'ai 8 ans au Vietnam, qui s'y est établi maintenant depuis 8 ans. Un regard sur un Vietnam sans la guerre, sans nostalgie, qui se reconstruit, gardant présent son esprit la croyance que le passé ne doit pas disparaître, demeurer une référence, mais ouvertement conscient que le monde change et qu'il faut s'y adjoindre, s'y adapter, en apportant sa contribution originale. C'est à partir de la démarche d'une jeune fille du Nord. On a connu, nous, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Il y a eu, pour vous rappeler, en 1962-63, la coupure au centre du 17e parallèle. Mais dans l'imaginaire des gens, on est toujours Vietnam du Nord et Vietnam du Sud. Parfois, je peux me permettre de dire ici, mais pas là-bas, on a l'impression que pour une certaine catégorie de Vietnamiens, la guerre n'est pas encore finie. Alors, j'ai les fenêtres à Lan Son, que mon frère Pierre et moi, nous avons croisées lorsque nous revenions de Ha Giang, où le thé a été acheté. Alors donc, cette jeune fille-là, cette jeune fille du Nord, nouvellement arrivée dans la capitale Hanoï, que j'ai quelque peu refaite en y ajoutant une pente entre ce quartier et où l'action se déroulera, et le lac Hoan Kiem, qui signifie le lac de l'épée restituée. La démarche de cette jeune fille, ce mot en vietnamien signifie beau, belle, la beauté, qui, poussée par sa mère, l'incitant à quitter la tranquillité de son village, bien ancré dans les traditions, l'invitait à vivre sa vie de femme d'une manière différente de la sienne et à laquelle elle dut, elle, s'astreindre. Quel est le déclencheur de ce roman? Dans ce roman, il sera double, deux déclencheurs, et mènera la jeune fille à d'importantes interrogations. La principale, des événements ou des crises dont nous sommes acteurs principaux ou victimes, acteurs secondaires ou simples figurants, dans les bouleversements heureux ou malheureux qu'ils charrient. Ces événements, ces crises nous incitent à regarder ou à se fermer les yeux, à réfléchir ou à ne pas s'en préoccuper, puis agir par la suite ou tout simplement se réfugier dans du prêt-à-penser. Du concept de crise, le sociologue Edgar Morin dit qu'il s'agit d'un moment idéal pour s'interroger et se pousser vers le changement.
Ce sera le cas pour Dep, chez qui certains lecteurs voient une métaphore du Vietnam, pays complexe en raison des multiples invasions, tentatives de soumission, revirements politiques auxquels son histoire bimillénaire l'aura confronté et l'obligeant à affirmer sa culture. On ne donne plus, je crois, le livre de M. Wu. Pierre, tu l'as. En auto. Donc, c'est dans le livre de M. Wu Ngoc, qui aura, dans 2 mois, 102 ans, le livre qui s'appelle « À la découverte de la culture vietnamienne », qui aura été ma grande référence. J'y ai puisé la plus grande partie des informations sur ce sujet, celui de la culture, qui me furent présentées, expliquées de manière extrêmement rigoureuse et authentique par cet homme considéré comme un des plus grands intellectuels de son époque et qui m'a généreusement reçu comme étant son frère. La fraternité au Vietnam est aussi importante, aussi solide que la famille elle-même. Dep sera, pour l'occidental que je suis, l'occasion de porter un regard sur ce pays débordant de poésie, de légendes, de contes, un regard que j'ai voulu partager avec mes lecteurs canadiens et québécois. Le partager, oui, mais principalement offrir une autre vision que celle dans laquelle nous avons été encarcanés, soit celle d'un pays sous-développé du tiers-monde, qui carbure à la guerre et respire l'oxygène chinois. Dep, jeune femme courageuse, tout comme sa mère et ses ancêtres, influencera son entourage pour qui, rapidement, elle deviendra un modèle. Sa force de caractère, son exceptionnelle capacité d'écoute, ainsi que son engagement à favoriser l'éducation dans son quartier du vieux Hanoï, feront d'elle une inspiratrice de la transformation, non pas superficielle, mais véritable, celle incitant l'individu à y consacrer son temps et son intelligence. Par nature, le Vietnamien n'est pas du tout enclin à se raconter, à se dire, à se confier. Tout à fait l'inverse de nous, occidentaux. Dep et les personnages qui gravitent autour d'elle s'y adonneront, n'en déplaise à ceux qui disent cette propension en dehors des normes vietnamiennes. Ma vie d'enseignant fut consacrée à œuvrer auprès d'enfants présentant des problèmes, voire des troubles d'apprentissage, certains au niveau du comportement et d'autres clientèles manifestant des perturbations d'ordre psychologique allant jusqu'à l'autisme. On dit d'eux de telles abominations que les investissements afin de leur fournir l'appui pédagogique nécessaire ne suffisent pas à combler les besoins. C'est avec eux, il y a quelques années, 3 groupes différents, que j'entrepris une démarche d'écriture. Celle d'un roman, 2 fois, et l'autre, un recueil de poèmes. Ils ont écrit, ils se sont lus, eux, des analphabètes fonctionnels. Ils ont réfléchi, créé des personnages, inventé des récits, poétisé des atmosphères. Écrire devint un voyage, et pour certains, un voyage au bout de la nuit. À la retraite, reprenant ces 2 romans, je les ai corrigés alors que je n'avais pas du tout retouché le recueil de poèmes. On ne peut pas modifier un poème. Je suis arrivé au Vietnam fin 2011. M'y suis acclimaté avant de m'y adapter. Puis Dep m'est apparu à l'aéroport Noi Pai de Hanoï, sous les traits d'une jeune fille en attente d'un départ. Elle allait à Nha Trang. C'est autour d'elle que naquit l'histoire. Mais elle n'est pas seule. Qui sont ces personnages qui gravitent autour d'elle? D'abord, un groupe de jeunes gens, 6 individus, dont le plus âgé, qui ne vivra que 24 heures dans son roman, poussera le récit au cœur même de l'intrigue. Les autres, employés sur un même chantier de construction, s'interrogeront sur le méfait de leur leader
avant de se lancer à leur tour, chacun sa façon, dans un processus de réflexion les menant vers une certaine forme de transformation. Il y a également un policier retors et une cabaretière, il y en a vu d'autres. Un président du comité populaire dont la sagesse et l'engagement auprès de ses citoyens en feront un être tout à fait attachant. Des marcheuses. Les mères des 6 jeunes hommes, ces femmes qui, trop souvent, passent inaperçues dans l'évolution de la société vietnamienne. Une troupe de théâtre atypique. Un étranger s'ouvrant à la culture du pays qu'il adoptera pour finalement y achever ses jours. Sans oublier la mère de Deb, qui n'apparaît que très peu dans le roman, mais a l'influence énorme sur sa fille. Sa pensée, forgée par la lecture des écrits de la romancière américaine Pearl Buck, elle la transmettra, tel un héritage, à celle qui mesurera les événements à partir de ses références. Pourquoi Pearl Buck? La réponse est toute simple. Alors que mes confrères et consoeurs universitaires lisaient les classiques français, se torturaient les méninges à mémoriser je ne sais plus trop combien de poèmes, à répertorier les grands courants littéraires, moi je tombais littéralement en amour avec cette auteure américaine qui, ayant vécu en Chine, l'a si bien écrite, sa prise de position nette et franche envers la condition féminine m'avait séduit. J'aurais pu opter pour Anne Soulier, me disait mon éditeur. Oui, mais c'est toute une question, il est plus d'ordre politique. Il y a en sourdine Paganini, le violoniste au long doigt, Mendelssohn et Shakespeare dans un songe d'une nuit d'été. Le récit de Deb se déroule quelque part autour de la fête du Tet, qui est le nouvel an vietnamien, qui ne sera pas souligné cette année-là en raison d'événements aussi subis qu'inattendus, secouant la micro-société que forme ce quartier de Hanoï, en bas d'une pente qui, la gravissant, nous mène au lac entouré de buissons regorgeant de bougainvilliers. Il fonctionne de manière progressive, c'est-à-dire que les personnages, nous les découvrons les uns après les autres, dans leur intimité, oui, mais principalement autour d'une problématique qui leur est propre. Le groupe, le réseau, avant l'arrivée de Deb, se définirait aisément par sa superficialité, que ce soit celui des 6 jeunes gens ou encore des habitants de ce quartier qui filent des jours ni heureux ni malheureux, des jours d'uniformité, d'homogénéité, d'une certaine cohésion que rien ne semble devoir perturber. Puis, bang! Puis, un autre. On se doit d'éviter l'éclatement social, s'accrocher au solide du solide, assurer la continuité. Mais le choc est brutal, inimaginable pour cette mini-société qui carbure aux mêmes croyances depuis des temps immémoriaux. Comment réagir? Individuellement et collectivement. C'est dans la parole, si longtemps retenue, puis finalement libérée, qu'une certaine forme de rédemption surgira. Deb tracera la route. Une route, la sienne, laissant aux autres le soin de choisir celle qui les mènera à ce quoi Ho Chi Minh a consacré sa vie, la liberté, l'indépendance et la paix. Deb, et cela depuis le mois d'avril, voyage à travers le monde. Des lecteurs canadiens, québécois bien sûr, mais aussi en France, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Bolivie, au Vietnam, bien sûr, mais ici on attend qu'elle leur parvienne dans leur langue, le vietnamien, qui devrait commencer en octobre prochain, et au Myanmar, ainsi qu'à Hong Kong. Pour le moment, je travaille sur un deuxième roman qui, au départ, se titrait « Les anciens colonels », pour devenir « Bo Doi », qui signifie « soldat ». Autre chose, rien à voir avec Deb, qui fera toutefois une courte apparition alors qu'elle viendra saluer son ami étranger de passage à Saïgon,
qui s'appelle maintenant Ho Chi Minh Ville, et qui se verra emmêlé dans une aventure insolite. Mais ça, c'est une autre histoire. Virginie m'a demandé s'il était possible de lire quelques extraits d'elle. Mon père Pierre et ma belle-sœur Claire ont eu cette idée géniale d'inviter Mélissa, vietnamienne par sa mère, vivant maintenant ici au Québec, une extraordinaire musicienne, qui a accepté de jouer le rôle de la sœur de Deb pour quelques instants. Et Claire, qui, elle, répondra à cette lettre de Deb par la lettre de la maman. Ah, donc je vous laisse ça. Alors, Mélissa sera Deb. Ah, Mélissa sera Deb. Voilà. Mère, recevez votre fille dans sa souffrance, sans qu'elle l'ait voulu et encore moins provoqué. Un garçon l'a violée. Sauvagement brutalisée, il l'a laissée nue, comme au jour de sa naissance, seule sous un bougainvillier. Elle s'était protégée, buvant quelques gouttes de citronnelle qui l'engourdirent légèrement. Réveillée, votre fille s'est retrouvée ensanglantée dans les fleurs rouges de l'arbre qui la couvrait. Péniblement, après un arrêt au puits de la place, elle est rentrée chez son oncle. Il dormait. Elle s'est prosternée devant l'autel des ancêtres. De toute la nuit, celle qui vient de s'achever, elle ne s'est point assoupie. Ma fille, ma joie, mon amour, la lettre que ta mère a reçue de toi repose encore sur son cœur. Il est restée tremblante à chaque battement qui la fit frissonner. Ta mère ne souhaite pas reprendre les mots qui y sont contenus. Ils disent à eux seuls ce que le destin, dans son implacable aveuglement, a planté devant toi. Ta mère n'ose penser à la souffrance qui s'est lâchement jetée sur sa fille, nous empêchant de dormir toutes les deux. Elle n'est pas auprès de toi pour te prendre dans ses bras attendris, te bercer, calmer tes pleurs qui peinent à nettoyer une plaie tardant sans doute à cicatriser. Sache que je t'aime. Voici les premiers mots de cette lettre qui te parviendra après la sordide mésaventure qui t'a troublé, qui te troublera encore longtemps. De mon pauvre vocabulaire de femme, de mère, je cherche les mots qui sauraient te consoler. Les seuls que je trouve, je te les ai déjà écrits. Je les répète